Bonjour à tous et bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires, dans lequel nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui en présentiel et à distance un certain nombre de participants pour parler de notre partenariat avec la plateforme Marseille autour de Habiter Demain. La vocation du Hub, c'est vraiment de réunir l'ensemble de nos écosystèmes autour des réussites territoriales et d'avoir une programmation variée. Donc on parle aujourd'hui d'habitat, hier on évoquait les sujets d'eau et de sécheresse, demain les sujets de foncière de redynamisation pour le commerce dans les cœurs de ville ou d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter dont le lien va vous être mis dans le chat. Et puis, il y a des QR codes quelque part pour ceux qui sont en présentiel pour pouvoir vous inscrire à la newsletter. On est ravis aujourd'hui de pouvoir faire la restitution de notre partenariat avec la plateforme puisque ça illustre en fait la démarche qu'on a initiée sur un certain nombre de sujets d'exploration en fait de nouvelles façons de prendre les thématiques et les axes d'intervention de la Banque des Territoires. L'habitat, c'est un axe d'intervention historique, on va dire, de notre structure. Mais la façon dont on l'a abordé dans ce partenariat avec des dispositifs d'innovation ouverte, donc en intégrant en fait un certain nombre de partenaires, d'experts, en intégrant des apprenants qui sont venus aussi se former sur le sujet et un certain nombre de terrains d'exploration dont certains, dont la totalité d'ailleurs, les 3 terrains vont pouvoir témoigner aussi du travail qui a été fait juste après. On a vraiment une façon différente d'aborder ce sujet et aussi un angle d'attaque qui est un peu différent puisque sur l'habitat, on a choisi de ne pas prendre un axe traditionnel qui pourrait être la construction, la rénovation énergétique, enfin les sujets dont on parle beaucoup en ce moment, mais de regarder comment la question de la maîtrise d'usage, de l'expertise des habitants et des usagers vient impacter, améliorer, transformer la façon dont on imagine l'habitat de demain. Et donc, ça fait suite aux travaux qu'on avait menés avec la plateforme il y a déjà 1 an et qui sont en ligne sur les figures de l'habitat de demain, d'habiter demain, plus exactement. Et les grandes tendances, en fait, qui arrivent sur le sujet de l'habitat. J'ai oublié de faire une toute petite insertion pour dire qu'on a aussi eu le plaisir sur ce projet-là de travailler en étroite collaboration avec la direction régionale de la Banque des Territoires, ce qui est la particularité aussi de ce partenariat qui n'est pas un partenariat parisien. Pour changer, et on est assez content. Et donc, on a la participation de Karen Bouvet de la direction régionale qui ne pouvait pas se joindre à nous ce matin, mais qui du coup a activement participé aux travaux et à la spécificité d'avoir des terrains qui sont du coup pas en Île-de-France pour une fois et vous verrez à Marseille et à Trignac, mais on laissera monsieur le maire vous raconter où est Trignac et ce qu'est Trignac. Je te laisse Sylvia compléter sur le projet qu'on a mené ensemble dans le cadre du lab. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Audrey. On est vraiment ravis à la plateforme d'être ici aujourd'hui à Paris et aussi en ligne pour vous présenter les résultats de notre travail et surtout échanger avec nos partenaires d'expérimentation et vous. Donc rapidement, avant d'expliquer ce qu'est le lab, je voudrais rapidement dire ce qu'est la plateforme. La plateforme, c'est une école nouvelle génération qui propose des cursus sans frais de scolarité ouverts à tous les adultes venus de tout horizon dans les métiers de l'informatique et du numérique. En fait, cette école est nouvelle génération parce qu'elle met en place des pédagogies innovantes qui sont actives et qui favorisent l'autonomie et la collaboration entre les apprenants et qui redonnent la confiance aussi dans l'apprentissage. Et nous avons aussi une relation très forte au monde professionnel qui, du coup, assure ensuite une insertion rapide de nos étudiants. Notre école, elle a été fondée sur un ADN qui est celui de l'informatique et du numérique, et c'est vraiment de là qu'est né le projet, des besoins dans ces métiers-là pour les jeunes. Et elle propose du coup plusieurs cursus diplômants jusqu'au niveau master.
Mais c'est vrai que la volonté de l'école, et qui se traduit par le futur campus que vous présentera tout à l'heure Cyril Zimmermann, c'est de se développer sur d'autres filières, des filières qui ont besoin aussi de nouvelles compétences et qui subissent des transformations importantes. Et c'est l'objet de notre campus où nous allons accueillir différents types de formations, que ce soit dans la cuisine, dans l'artisanat, etc., dans le cinéma. Et c'est vrai que l'Innovation Lab, le programme d'innovation qu'on a créé à la plateforme, c'est un peu la première brique qui s'ouvre à d'autres sujets que les sujets de l'informatique et qui permet de former dans un cursus un peu particulier à devenir chef de projet innovation. Donc l'Innovation Lab, c'est quoi? En fait, c'est un programme qui est proposé sous la forme d'un lab dans lequel les apprenants vont travailler de façon assez intense entre 4 et 6 mois sur des défis de société. Ces défis de société, on les identifie avec des partenaires, donc par exemple avec la Banque des Territoires, avec qui nous avons identifié ce défi autour des nouvelles formes de collaboration avec les usagers pour penser l'habitat de demain. Et autour de ça, on crée un réseau de professionnels, et vous en verrez de nombreux aujourd'hui, que ce soit à travers les terrains d'expérimentation qui nous ont rejoints, mais aussi à travers les intervenants. Donc, par exemple, autour de l'habitat, on a vraiment créé un réseau réunissant à la fois des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, des collectivités territoriales, des architectes, des designers, des écologues, des philosophes. Donc ces apprenants, en fait, une fois qu'on a sélectionné des apprenants qui ont des profils très différents, à la fois issus de métiers créatifs, de métiers techniques, mais aussi de métiers plus autour des métiers concernés par le sujet, donc par exemple des architectes, des urbanistes, ils vont vivre un cycle d'innovation complète, de l'analyse du problème jusqu'à la proposition de concept et de maquette, et ça en 4 à 6 mois. Et à travers ce parcours, à la fois ils vont développer leurs compétences pour piloter des projets d'innovation, mais aussi renforcer leurs compétences sur le sujet, et puis se créer un réseau de professionnels, et ça c'est aussi grâce à tout l'écosystème de la Banque des Territoires, de très vite se connecter avec un réseau important. Voilà, donc à l'issue de ce lab, les étudiants livrent des concepts, des maquettes, ils livrent aussi des cahiers d'inspiration. L'idée pour nous, c'est de proposer à nos partenaires d'expérimentation, sur lequel je vais revenir, de vraiment les inspirer sur leurs problématiques, de les inspirer de façon un peu concrète, c'est-à-dire à partir vraiment d'une analyse fine des problèmes, et puis de leur proposer des pistes de solutions créatives, innovantes, résilientes et néanmoins tangibles. Donc ce défi qu'on a mené avec la Banque des Territoires sur ce lab Habiter demain, comme l'a dit Audrey, on a démarré au départ par réaliser avant le lab un cahier d'inspiration qui nous a permis en fait d'identifier les grandes tendances en matière d'habitat, ce vers quoi les usagers allaient dans leur façon d'habiter, et une façon d'habiter qui a été énormément bousculée par la crise sanitaire qu'on a connue. Donc on a dressé des grandes figures comme l'habitat coproduit et partagé, l'habitat résilient, l'habitat adaptable et modulaire, voilà, toute une série de figures que vous pouvez retrouver dans ce cahier qui est disponible sur le site de la plateforme et qui dresse à la fois les grandes tendances internationales sur ce sujet, mais aussi qui propose un benchmark un peu complet, réglementaire sur ces problématiques. Ensuite, fort de ce cahier d'inspiration et de ce socle un peu de réflexion critique, nous avons décidé avec la Banque des Territoires de nous concentrer sur un sujet, et ce sujet, ça a été la maîtrise d'usage. Donc, c'est-à-dire la façon dont nous pouvons associer en amont, pendant et en cours des projets d'habitat, d'urbanisme, les usagers, les différents usagers, que ce soit les habitants, mais aussi les différentes parties prenantes, le monde économique. Vous le verrez par exemple sur Unicil, où on a associé les commerçants, les différents usagers de la place, etc. Ce sujet-là, on l'a aussi lié à la question de la chronotopie, c'est-à-dire l'évolution des usages d'un espace dans le temps et dans l'espace. Donc on s'est posé la question de, finalement, ces lieux sur lesquels on travaille, ces habitats, ces lieux, en fait, ils évoluent, les usages évoluent en fonction du temps dans la journée ou de la saison. Et comment est-ce qu'on intègre cette modularité, en fait, et cette polyfonction pour optimiser nos espaces et les rendre désirables.
Dans ce sujet-là aussi, on a traversé plusieurs autres sujets sur la maîtrise d'usage. On traverse aussi la question des communs. On en parlera peut-être, mais c'est vrai qu'on se pose la question quand on travaille sur la maîtrise d'usage de la façon dont on va aller jusqu'à la cogestion, finalement, à l'appropriation par différents usagers d'un espace urbain et jusqu'à sa cogestion. Et enfin, je dois dire que je voudrais juste rappeler sur la maîtrise d'usage qu'elle diffère quand même de la concertation. Et ça, c'est très important. Puisque la maîtrise d'usage, par sa méthodologie, par ses attendus, par ses objectifs, a vraiment le but de, non pas uniquement de demander l'avis des usagers, mais vraiment de les faire participer, de les faire prendre part à la réflexion sur les usages, jusqu'à même la cogestion. Voilà, donc c'est la façon, voilà, c'est le sujet qui nous a habité pendant 1 an et sur lequel nous avons lancé ce premier lab. Et nous avons travaillé sur 3 terrains d'expérimentation qui nous ont été proposés. Donc la ville de Trignac, une place à Marseille qui s'appelle la place Amiral Muselier et un quartier qui s'appelle Casemajou dans lequel le campus de la plateforme va s'installer. Et vous le verrez, un quartier qui rencontre vraiment une problématique de régénération urbaine. Donc, nos 3 partenaires expérimentation sont là et on les en remercie. Et je crois que maintenant, je vais laisser la parole à Sarah qui va inviter sur la table ronde les différents partenaires et qui vont vous restituer un peu les enjeux qui s'étaient présentés et rapidement les problématiques, la façon dont nous avons adressé les problématiques. C'est Tiffaine Pitoisé qui est responsable de ce lab-là qui interviendra sur cette séquence-là. Et tous les résultats seront documentés sur un site portfolio qui va sortir dans pas longtemps, dans 3 semaines, et on vous enverra à l'adresse à tous et vous pourrez le retrouver sur le site de la plateforme, qui permettra à tout un chacun en fait d'avoir accès à la fois à nos cas d'usage, mais aussi à un dossier qu'on a construit sur la maîtrise d'usage, ses outils, ses méthodologies, et aussi accès à toutes les méthodologies qu'on a utilisées pour travailler avec nos partenaires et les usagers. Voilà. Donc, peut-être, du coup, on va passer à la séquence suivante qui est la table ronde et l'ensemble des partenaires, des participants vont arriver. Alors, merci Sylvia. Donc, je suis Sarah, chargée de l'animation des écosystèmes à la Banque des Territoires. Et avec moi, donc, Tiffaine. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, physiquement et en ligne. Je m'appelle Tiffaine Pitoisé, je suis responsable de la formation Innovation Lab Habiter Demain. Merci. Donc aujourd'hui, avec moi pour échanger et surtout partager sur leur retour d'expérience, on a la chance d'avoir les 3 terrains d'expérimentation, surtout leurs représentants. Pardon. En présentiel, nous avons Monsieur Claude Hofer, qui est maire de Trignac et vice-président Carène, climat, air, énergie et santé. À distance, nous avons Madame Anne-Christelle Lextrait, qui est directrice du développement immobilier à l'Unicil, donc le groupe Action Logement Immobilier. Et enfin, également à distance, nous avons Monsieur Cyril Zimmermann, qui est président de la plateforme Marseille. Et aussi Tiffaine avec moi, qui sera un peu le porte-parole des apprenants qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc, je vais vous demander tour à tour de vous présenter, de nous raconter donc déjà qui vous êtes, dans quel contexte est venu s'inscrire ce partenariat et aussi pourquoi vous avez accepté d'être terrain d'expérimentation. Commençons par vous, monsieur le maire. Très bien, merci. Donc, je suis Claude Hofer. Je suis maire, malgré mon âge, depuis peu, puisque je suis arrivé comme maire en 2017, suite à une crise municipale importante, sans doute révélée par une ville qui a été longtemps, donc une ville ouvrière, qui était gérée pendant une trentaine d'années par le Parti communiste. Elle a viré pendant 3 ans à l'extrême droite et droite.
Et la crise a fait qu'il y avait une autre voie, celle que je pouvais représenter, une voie de gauche, je me situe comme madame de gauche. Et donc, du coup, j'ai pris les manettes de cette ville avec un conseil municipal, une équipe majoritaire très écolo, peu d'appartenance à des partis, mais avec une logique, une culture de l'écologie importante. Cette ville, c'est une ville de 8000 habitants. Elle se situe tout contre la ville de Saint-Nazaire. Et elle est en fait la porte du marais de Brière, deuxième marais après la Camargue en France, hein, donc une belle surface. Cette ville, elle est née sur une des îles de Brière. À l'époque, dans les années 1850, il n'y avait que des îles en Brière. Et puis, il y avait une tradition de charpente marine en bois. Et cette tradition a pu servir à édifier les chantiers de Saint-Nazaire. Donc la navale s'est mise en place en bois d'abord, et puis dans les années 1870-1880, ça a été la marine en fer, et il a fallu des forges. Et les forges se sont implantées à Trignac. Trignac qui n'existait pas en fait à l'époque, qui était une ville qui dépendait d'une autre ville. Et en fait, c'est ces forges-là ont amené 4000 personnes à un certain moment qui travaillaient dedans, donc énormément de familles. Et donc une ville ouvrière s'est construite au pied des forges, qui était un terrain immense. Et à partir de là, la commune a obtenu son autonomie en 1914. Et tout au long, je vous parlerai du club de rugby. Et son club de rugby, lui, est né 2 ans plus tôt, en 1912. Et il est le fabricateur, en fait, de la commune dans ses capacités de résilience et de résistance, on va dire. Donc, la ville de Trignac, alors, elle se représente, comme vous le voyez, là, c'est le centre-ville de Trignac. C'est une ville qui est faite de quatre parties. Ces 4 parties, elles sont malheureusement des routes, ça sépare ou ça relie. Normalement, ça relie des routes, mais quand vous avez des 4 voies et des échangeurs comme ça sépare, en fait. Hein. Donc les 4 quartiers de la ville sont séparés par des voies nationales, et donc elles sont ces quartiers vivent peu les uns avec les autres. Il y a un pari en fait du bourg-centre qui est d'attirer suffisamment les personnes habitant Trignac pour faire identité trignacaise en fait. Et le seul attracteur central, c'est le stade de rugby. Donc du coup, cette ville séparée, elle a un peu la malédiction des villes qui sont en bord de ville-centre. Pas spécialement connue parce que c'est la ville-centre qui attire en fait quand on en parle. On va parler de la ville-centre. Les habitants étant attirés plutôt par la ville-centre et peu par la petite ville à côté. Donc c'est une ville qui est difficile à faire vivre et qui a du mal à se donner une identité dont elle pourrait être fière. Le centre-ville qu'on vous montrait tout à l'heure, on y reviendra, c'est un centre-ville qui est resté à peu près dans son jus depuis les années 50. C'est la place, une mairie avec une place devant de parking. Centre très minéral, très vide en fait. Et c'est le pari des années à venir et que je fais de rénover ce centre-ville. Cette ville, il faut la révéler à elle-même et on y reviendra. C'était une partie du travail de la plateforme, c'est comment on peut faire rêver de cette ville en quelque sorte, comment on peut la réenchanter, lui redonner du peps. En fait, là, on pourrait dire que ces premières images, elles viennent plomber la ville. En fait, plomber la ville. Parce que c'est moche, c'est pratique, en fait. C'est pratique pour la voiture, mais c'est moche. Et en plus, on vous épargne la grosse zone commerciale. C'est le type même de la France moche dont titrait Télérama il y a quelques années. Donc, elle a la totale, quoi. La totale du règne de l'automobile,
en fait. Les voies ont été percées, les nationales ont été percées pour aller à La Baule, pour aller à Saint-Nazaire, pour aller à Nantes, pour aller de l'autre côté de la Loire, sur le Pays de Ré, mais surtout pas pour faire vivre Trignac. Donc le pari, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on sort de cette image plombante et on se pose la question, est-ce que les Trignacais l'ont intégré de telle façon qu'ils ne voient plus l'intérêt de la ville, la beauté de la ville, et on fera le pari, nous, qu'on peut voir la beauté de cette ville. Alors, on a fait un premier travail dans les années, il y a une dizaine d'années à peu près, en bénéficiant de fonds de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, et on a repris tout un quartier qui est un quartier vraiment de quartier social, quoi, quartier avec des grandes tours HLM, et on a réussi à créer des ambiances de Brière, en faisant entrer l'eau, en mettant des noues, en mettant des ouvertures de bassins. On a créé autre chose et on se dit, ben, le pari, il est, pour peu qu'il y ait un petit peu d'argent qui suive, le pari, il est possible de le relever. Donc là, vous avez la chance de Trignac, c'est une fois qu'on a vu ses défauts, c'est qu'elle est donc une porte de la Brière, vous voyez cette immense marée, et elle est aussi, elle a elle a d'abord beaucoup d'eau, des petits ports avec des pêcheries. On retrouve là, les pêcheries, c'est les cabanes des ouvriers dans les jardins ouvriers que l'on connaît dans les autres villes. Donc pêcherie, alors souvent on fait de matériaux provenant en cachette, on les fait venir un peu en cachette, ce qu'on appelait la bricole de l'usine, on ramène un peu de ferraille, on ramène un peu de trucs, puis on arrive à monter des pêcheries qui défient l'esthétique bon, on pourrait dire des gens un peu bobos, on va dire. Elles n'ont pas les petites lucarnes rondes, elles n'ont pas de bois, elles sont faites de briques et de broc, mais elles disent une vie. Et c'est ça qui est passionnant. Et puis, voilà, donc quelques images en fait de cette Brière avec des terrains d'expérimentation, avec une petite péniche solaire, comme quoi les habitants ont capacité à inventer des trucs. Et puis, on est au milieu de la campagne. Il y a ces forges qui sont, moi j'appelle ça le donjon de la ville, en fait. Hein. Il n'y a pas de château, il n'y a pas eu de seigneur, il y a eu des ouvriers. Et quelques parties, en fait, ont résisté. Et elles peuvent raconter une histoire, et c'est ce que l'on souhaite faire par la suite. Là, toujours autour des forges, il y a des grands bassins. Les forges, c'est du feu, c'est de la fonte en fusion et il faut qu'il y ait de l'eau pour refroidir tout ça. Et donc, il y avait des grands bassins comme ça. Et c'est un des projets du prochain mandat de voir comment on peut se réapproprier autour de ces bassins-là qui sont à 5 minutes exactement du centre-ville. Le centre-ville, nous, on dit, pourra être densifié. On peut y monter de l'immeuble, on peut y monter du collectif, pour peu qu'on offre aux personnes des abords, une facilité d'accès à des plages de nature, en fait, à des respirations et à quelque chose qui soit beau autour. Voilà ce qu'on peut faire des forges à certains moments. Alors on abandonne l'éclairage cette année pour des raisons d'économie. On ne le fera pas, on le fera pour les 110 ans de la ville en 2024. La voiture est venue casser la ville, en quelque sorte. Les voies vélos, à notre avis, sont un moyen de réirriguer la ville d'une autre façon. Puisqu'on est à proximité, on essaie de développer pas mal de voies cyclables. Et je pense qu'on n'a pas fini, on a des beaux projets par rapport à ça. Cette ville de Trignac, la proximité montre que les transports en commun sont possibles, c'est du bus au niveau de service. Là. La proximité de la ville, cette ville populaire, ouvrière, qui est une ville pauvre, pauvre parce qu'il n'y a pas eu d'usine pratiquement. Elles sont toutes en bordure, les usines. Elles ne sont pas sur la ville, donc elles n'ont pas payé de taxes professionnelles pendant des années. Et en plus, le revenu des habitants de la ville est un revenu plus bas de la communauté d'agglomération. Donc ce n'est pas une ville riche, bien sûr. Néanmoins, donc on veut la sortir en fait de cette image populaire, pauvre,
pauvres, etc. On veut leur donner des fiertés. On a vu plusieurs fois que le rugby, j'en ai parlé plusieurs fois, était une fierté, il a une capacité à raconter une histoire, à gagner. On gagne nos matchs contre Saint-Nazaire, c'est toujours la bataille entre le maire de Saint-Nazaire et le maire de Trignac. On s'arrange à gagner nos derbies. Dans le temps, c'était contre Nantes. Mais voilà une fierté, là. Et puis, on a des lieux où on peut mettre des animations culturelles. Le pari qu'on a fait, et c'est comme ça, en fait, qu'on a accueilli la proposition de la plateforme avec intérêt, c'est que bon, cette ville, elle n'est pas condamnée, enfin moi je ne veux pas la condamner à être une ville d'habitat social et une ville uniquement de culture ouvrière et une ville uniquement qui doit servir les autres villes. Et une ville pavillonnaire, parce qu'en fait ça pourrait être ça, on attire du pavillon, on attire du HLM, on veut développer autre chose. Et ça, l'idée depuis que je suis là, j'essaie de donner... D'abord, la capacité, c'est une ville qui doit innover, inventer, et elle doit se faire une réputation de ville qui a capacité à inventer, à prendre des risques, à expérimenter, à jouer le cobaye même à un certain moment. C'était un moyen ici, et c'est en fait venu dans un moment particulier. On avait déjà travaillé avec le pôle métropolitain de Nantes-Saint-Nazaire, et on s'est aperçu que quand on veut rénover la ville, nos promoteurs n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'étaient pas au rendez-vous. Pourquoi? C'est qu'en fait, sortir des projets d'habitat collectif en accès à la propriété était pas rentable pour eux. Donc, du pavillon, oui, de la HLM, oui, de la propriété, non. Donc, ce qu'on a cherché, on s'est accroché à un plan national PIA 4 d'investissement, et on est allé sur l'idée d'un démonstrateur urbain. On verra jusqu'où ça nous mène, en partant des savoir-faire des chantiers navals et des autres personnes qui composent le territoire. Là-dedans, il y avait la question de comment on devient un territoire attractif et comment on travaille sur la question des images. L'image, pour nous, précédant un peu l'usage, donc puisque c'est le débat, il faut qu'on soit, qu'il y ait une certaine fierté, une certaine capacité à sentir qu'il y a quelque chose qui peut bouger, ce que je disais, qu'on ne soit pas plombé en fait, pour qu'on puisse avancer et monter des projets. La plateforme était et ce que vous avez fait avec nous était un moment idéal pour travailler en prospective, en fait, et pour imaginer des futurs, pas forcément possibles, mais des futurs qui ouvrent des champs possibles. Voilà peut-être pour ce que je voulais préciser au départ. Merci, monsieur le maire. Parfait. Donc, pour résumer, votre problématique était donc de rendre attractif et désirable la ville, et particulièrement ce centre-bourg que vous avez montré, et bien sûr envie d'attirer une nouvelle mixité sociale. Je vais donc laisser la parole à Tiffaine, qui va nous raconter comment les apprenants ont pu appréhender cette thématique, et surtout avec quelle méthodologie. Merci Sarah, merci monsieur le maire. En effet, on s'est accordé avec la ville de Trignac pour produire des récits dits prospectifs, comme tu l'as dit Sarah, pour rendre la ville désirable et attirer une nouvelle catégorie d'habitants et aussi des investisseurs et des promoteurs. Et pour répondre à ce défi, on a utilisé la méthode de design fiction. La méthode de design fiction, c'est une méthode de prospective qui permet de se projeter dans un futur plus ou moins proche et de créer le dialogue avec les parties prenantes. Ça se passe en 3 grandes étapes. La première étape avec les apprenants de la plateforme, ça a été d'analyser le terrain de Trignac dans toutes ses dimensions, notamment à travers la thématique de l'eau. On en a beaucoup parlé aussi avec monsieur le maire. Ils ont identifié, comme vous le voyez sur la photo de droite, ils ont fait un gros benchmark pour identifier les signaux forts et les signaux faibles de la ville. Et ça a permis d'imaginer un peu le positionnement futur, notamment encore par rapport à l'eau, qui peut être une contrainte, mais aussi un énorme bénéfice.
À partir de ce choix et de ces thématiques-là, les apprenants ont créé un objet fictionnel, puisque dans la thématique du design fiction, on doit créer un objet, un artefact. Et ils ont choisi, donc je vous l'ai pris ici, mais en ligne, vous n'allez pas forcément le voir, mais physiquement, voilà, ils ont décidé de créer un journal, en fait, un journal d'anticipation de Ouest France, daté de 2042. Et ça a permis d'exagérer un peu certains traits sur des thématiques fortes. Donc on a parlé aussi de l'eau, de l'économie de l'eau, on a parlé du sport et on s'est projeté comme ça en 2042 pour essayer d'imaginer le nouveau positionnement de la ville. Ça a aussi provoqué le débat, comme vous le voyez ici sur ces images. On est ensuite allé à la rencontre de Monsieur le maire et de toute son équipe d'élus et voilà, on leur a présenté tout simplement ce travail d'anticipation et le but pour nous c'était de les faire réagir, de provoquer le débat et de les écouter. On a fait exactement le même travail avec des usagers pour essayer de recueillir leur feedback. Normalement, dans un travail de méthodologie, de design fiction, on s'arrête un peu à ce niveau-là. Nous, avec les étudiants, on a voulu aller encore plus loin avec la proposition de 3 pistes créatives. Donc, je vous ai mis ici la première. Vous pouvez sans doute reconnaître la place de la mairie, donc la place centrale du centre-bourg. Ils ont voulu justement créer un nouveau lieu de rencontre avec, comme vous le voyez, différents éléments des forges qui pourraient être réinstallés au cœur de cette place et créer un narratif et créer un nouveau lieu de passage et de vie au sein du centre-bourg. La deuxième proposition qu'ils ont réalisée, donc ça c'est malheureusement pas encore une vraie photo, donc c'est une 3D qui a été réalisée par les apprenants avec le projet du Café Le Brivet. Le Café du Brivet, ça pourrait participer à l'expérience du parc national de la Brière, comme l'a dit Monsieur le maire, avec l'idée d'arriver en fait à ce café qui serait juste en face des forges, dans une petite barque que vous voyez juste ici, une barque qui serait faite en bateau de jonc, puisque c'est voilà, une matière aussi, un artisanat local qu'on pourrait réutiliser pour créer ce bateau. On aurait également une passerelle qui pourrait arriver jusqu'à ce café, qui serait bien entendu démontable et qui ne laisse aucune trace si l'on souhaite l'enlever. Voilà, donc pour nous, en tout cas, cette méthode de design fiction, elle est extrêmement intéressante. Pour nous, c'est vraiment un outil de médiation en fait, qui crée le dialogue, qui engage tout public confondu, mais c'est aussi, et là on l'a bien vu, un outil un peu d'aide à la décision pour une transition aussi d'un territoire. Merci beaucoup. Et la question maintenant, c'est au regard de tous ces éléments qui ont été produits par les apprenants, quelle suite envisagez-vous, Monsieur le maire, pour la ville de Trignac ? Alors, comme c'est en même temps de la fiction, on n'a pas pris chacun des points en disant, voilà, on crée un programme pour ça. Mais ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est que, bon, d'abord, ça nous a redit quels étaient les points forts sur lesquels on pouvait s'appuyer. Alors, quelques-uns nous ont paru un peu lointains, on va dire, mais d'autres, et je trouve ça intéressant justement, et d'autres, on s'est dit, tiens, ça rejoint des points forts que déjà on a perçus, mais des fois on les oublie, les points forts. Dans une ville, on peut repérer des points forts dans une ville. Le problème, c'est qu'avec le temps, ils se lissent un peu et on peut les oublier parce qu'on est pris par d'autres choses, etc., etc. Le Brivet, par exemple, vous avez évoqué le Brivet. Le Brivet, c'est une petite rivière, c'est la dernière rivière qui se jette dans la Loire, en fait. Alors, elle n'est pas longue, 60 km, 80 km, mais elle passe dans Trignac. Alors, elle aussi a été un peu sacrifiée. Certains de ses méandres ont été sacrifiés pour laisser de la place aux routes. Mais on le retrouve et il est toujours là, le Brivet. Et donc, qu'il y ait quelque chose de développé à partir du Brivet qui passe à côté des forges, bien sûr, c'est pour les forges chaudes de l'eau, nous a semblé être une idée intéressante, en fait, sachant que les forges elles-mêmes ne sont pas exploitables directement parce que c'est du béton avec de la ferraille dedans, donc ça explose, et donc du coup, ça tombe petit à petit en morceaux, en fait, là.
Donc on dit quand on les visite, faire attention de ne pas passer sous certains endroits. Mais le site est suffisamment fort pour raconter une histoire et il y a quelque chose autour qu'on peut faire et le Brivet est un des moyens. Les autres, ce que vous avez amené sur le petit dessin là, sur la place de la mairie, moi, m'a fait prendre conscience qu'il y avait une architecture particulière. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est une des... Alors, c'est pas la grande tour de la Coque qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est une autre partie émergente des forges et qui a un toit à peu près de cette forme-là. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être un élément d'architecture intéressant, enfin, sur lequel on pouvait s'accrocher, tant l'autre tour domine en fait cet élément-là. Et donc c'est ça l'intérêt des regards décalés, c'est de nous montrer des choses que bon, on a moins regardé, auxquelles on s'est habitué. Vous êtes servi également de la cheminée de la tour à coque, et on s'est dit bah tiens, il y a peut-être des choses en effet dans la ville qui peuvent, sans faire parc Disney, hein, on ne va pas dessiner des forges partout dans la ville, mais qui peuvent inspirer en fait des architectures et des ambiances. Sur les autres points, il y en a un qui nous a beaucoup intéressé. En fait, on cherche le téléphone de ce monsieur. C'est que vous avez imaginé qu'un riche milliardaire indien qui existe, voilà, racheter les forges et créer quelque chose autour des forges. Donc nous sommes preneurs, si quelqu'un ici a son numéro de téléphone, nous sommes preneurs et nous sommes prêts à lui dire, ben tiens, après tout, on peut tenter l'expérience. Hein, c'est ça. Vous n'avez pas le téléphone encore? Non, mais ça va venir. Mais bon, l'idée était intéressante. Sur la question de l'eau, vous avez travaillé aussi sur des bateaux de joncs. Alors, là aussi, je n'en connais pas la faisabilité, mais comment on se sert en fait des ressources locales pour développer quelque chose, ça me semble être un élément intéressant. C'est ça que vous nous avez fourni, c'est en fait des pistes qui en fait, traduisent pas forcément dans l'objet que vous avez dessiné à la fin, mais où on se dit, on peut s'en servir pour quelque chose à imaginer. Parfait, merci beaucoup. Et puis juste, ce que je voulais dire, c'est que pour nous aussi, Trignac, le fait de pouvoir accueillir des apprenants comme ça, nous semble très important. D'abord parce que il faut que les personnes de la ville sachent que la ville peut être intéressante pour des regards extérieurs, pour des personnes extérieures. Et puis, nous sommes ici dans une capitale. Nous pensons intéressant que les petites villes, que vous puissiez avoir un rapport avec les étudiants, les apprenants, puissent avoir un rapport avec les petites villes pour qu'on n'ait pas uniquement un regard métropolitain ou de métropole, en fait, et qu'on aille s'imprégner. Je pense à une soirée d'imprégnation autour d'un food truck en Brière, qui était quand même assez sympathique pour vous, où il y avait quand même deux mondes. Il y avait quand même un monde de recherche, de réflexion, même si vos étudiants ont des parcours diversifiés. Et puis, il y avait le monde des chasseurs de Brière. Là, on a des jeunes de 30 ans, 30, 40 ans, mais qui nous ont fait la démonstration que quand on crée des lieux, la population, et là on revient à l'usage, elle peut les prendre, pas du tout à l'endroit où on pensait. Moi, j'aurais jamais parié sur la présence d'un food truck à côté de l'école maternelle, en pleine Brière, le jeudi soir, qui est devenu un lieu de rassemblement pour la jeune génération de Brière, chasseurs, pêcheurs, soudeurs au chantier, qui viennent là jouer aux boules, jouer au ballon et boire des coups et manger un petit peu à l'occasion. Et ça, ils ont créé un lieu, ils se sont emparés d'un lieu, le font vivre, et donc c'était intéressant que vous ayez l'échange. Je ne suis pas resté avec vous tard le soir, mais voilà, je ne sais pas comment ça s'est terminé. On est resté un petit peu plus tard. Non, mais c'était très très intéressant, pardon pour compléter, mais pour nous en fait d'aller à la rencontre justement de ces usagers, et c'est le débat d'aujourd'hui, d'aller à cette soirée, de rester le jeudi soir avec les apprenants. On a eu énormément de données qu'on n'a pas eu avec vous, avec les élus. Ça donne aussi une autre dimension au projet, et c'était très intéressant au contraire d'avoir cette soirée-là. Merci.
Parfait, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à notre second terrain d'expérimentation avec à distance Anne-Christelle Lextrait, qui est directrice du développement immobilier à l'Unicil, qui fait partie du groupe Action Logement Immobilier à Marseille. Donc je vais laisser Anne-Christelle se présenter et également nous raconter quel est le contexte dans lequel ce partenariat est venu s'inscrire et aussi pourquoi elle a accepté aussi de participer et d'être terrain d'expérimentation. Allez-y. Merci. Donc Anne-Christelle Lextrait, je suis directrice du développement immobilier chez Unicil. Donc comme vous le disiez, une filiale du groupe Action Logement. Donc Unicil est une entreprise sociale pour l'habitat, société anonyme d'HLM. Nous gérons 30 000 logements en région PACA, avec une société qui connaît un très très fort développement depuis 3 ans, qui nous a permis de devenir le premier contributeur en termes de production de logements sociaux dans la région. Au même moment, nous avons engagé également un plan de rénovation énergétique de notre patrimoine. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, à la fois bien et mieux loger les salariés, puisque c'est l'ADN du groupe Unicil, c'est à ce moment-là que la relation avec la plateforme est intervenue. C'est-à-dire que je vous ai parlé de chiffres, 30 000 logements, 2 000 logements programmés par an. Donc, c'est beaucoup de volume. Le sujet, c'est ce qui anime au quotidien le comité de direction et les collaborateurs d'Unicil, au nombre de 400. C'est la question du sens, c'est-à-dire certes construire plus au plus près des bassins d'emploi, mais aussi améliorer la qualité du patrimoine au travers notamment de l'implication des habitants et de leur rôle dans ces résidences. Vu de Paris ou vu de Trignac, excusez-moi monsieur le maire, la région PACA peut sembler un peu uniforme comme étant une région effectivement à la fois dense, avec de très très importants besoins en matière de logement. Mais c'est à nous aussi de nous adapter dans les réponses, en étant présents dans un panel très important d'intervention, c'est-à-dire aussi bien des programmes de renouvellement urbain avec l'ANRU, des actions cœur de ville dans des petites collectivités plus éloignées des centres et des métropoles, la question de la dynamisation des centres-villes, de la résorption de l'habitat indigne. Vous savez que Marseille a son lot de préoccupations à ce sujet-là, et aussi les copropriétés dégradées. Et donc, dans ce cadre-là, bien sûr, le logement, c'est un levier économique qui a pour objectif d'accompagner le parcours de vie des salariés et d'accompagner les plus fragiles. Donc, comme je le disais, c'est dans ce contexte-là que s'est posée la question d'un programme de réhabilitation et de la relation avec la plateforme, puisque dans le cadre d'un plan de rénovation énergétique important, Unicil entreprenait plusieurs réhabilitations. Et en particulier la réhabilitation d'un site qu'on peut considérer comme étant emblématique, puisque c'est une image du logement social dont on rêverait, on va dire, plus souvent, puisqu'elle est située juste en face de la plage, ou plutôt des plages du Prado. Donc c'est des opérations d'urbanisation qui ont été menées par Gaston Defer, qui ont connu leur genèse dans les années 70. Et ces plages ont été créées de toutes pièces, notamment avec les remblais du métro. Et donc un grand plan d'urbanisme a permis à la fois de créer ces plages, mais également de créer un ensemble de résidences publiques et privées. Et donc la nôtre, qui s'appelle la plage, est née en 1980 de cette volonté de donner de la mer aux Marseillais, et avec plusieurs opérations, on va dire, emblématiques, aussi bien en accession privée qu'en logement social, permettant effectivement à des personnes aussi bien propriétaires que locataires de venir vivre à Marseille dans des conditions tout à fait exceptionnelles.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'Unicil a entrepris une réhabilitation énergétique. Je veux dire, on est au cœur de notre métier, hein, c'est-à-dire effectivement construire. Vous avez vu toute une série de chiffres passer, mais je vous les épargne. Construire beaucoup, réhabiliter effectivement. Alors même si cette résidence, elle n'était pas soumise à des obligations de rénovation, puisque Unicil a cette démarche volontariste et entreprend un plan climat qui va au-delà de nos obligations. On est sur un patrimoine qui, d'un point de vue énergétique, était déjà plutôt bien coté. Toutefois, on a cette approche à la fois énergétique, environnementale et sociale, qui est de dire on intervient quand même sur ces patrimoines pour qu'ils restent effectivement tout à fait attractifs et avec une qualité d'usage pour nos locataires, et aussi en les adaptant le plus que possible au sujet des seniors. Donc, quand je vous décris effectivement cette localisation sans vous montrer des images, et je laisserai après Tiffaine le faire, hein, on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. On est en bord de mer. Vous pouvez fermer les yeux et vous allez effectivement pouvoir rêver. Et voilà, les images arrivent. Donc malheureusement, hein, quand on parlait de chronotopie tout à l'heure, et c'était l'annonce faite effectivement sur la volonté de raisonner sur la chronotopie, là on est typiquement sur une évolution qui peut sembler inattendue, hein, de cette résidence et de ces ensembles immobiliers, puisque c'est pas simplement le patrimoine d'Unicil qui est en difficulté à cet endroit-là. On n'est pas dans les quartiers nord de Marseille, on n'est pas dans les quartiers nord d'une autre ville, et pour autant, le temps a créé de l'obsolescence, puisque les usages qui étaient prévus à l'origine, c'est-à-dire hein, sous forme de logements plutôt très résidentiels, attractifs, avec des belles terrasses, une qualité de construction qui ne fait pas défaut, pas d'erreur d'urbanisme notoire, c'est-à-dire hein, pas d'impasse, pas de résidence extrêmement fermée qui fait que l'ouverture manque. Mais pour autant, effectivement, la question de l'usage, et c'est pour ça que Unicil s'est posé la question, c'est-à-dire qu'au-delà de notre simple intervention, pour autant simple mais onéreuse, puisqu'on investit à peu près 3 millions d'euros hors taxe sur cette résidence en réhabilitation, on va créer une qualité d'usage à destination de nos locataires qui va commencer juste après leur porte d'entrée, hein, puisque effectivement on réhabilite l'ensemble de la résidence dans les parties communes et dans les logements. Elle va améliorer le visuel, hein, puisque de l'extérieur de la résidence, peut-être que nos locataires seront un peu plus fiers, même s'ils ont, à mon avis, déjà cette fierté d'habiter à cet endroit. Je veux dire, ils seront encore plus fiers d'habiter à cet endroit-là, parce qu'effectivement, les façades seront complètement refaites. Ils seront contents aussi de mieux maîtriser leurs dépenses d'énergie et de fuite, et qui sait aujourd'hui, effectivement, que c'est un sujet compliqué. Mais Unicil s'est dit que finalement, c'était bien dommage de s'arrêter sur le simple périmètre de nos compétences. Ça, c'est un peu particulier pour un bailleur. Monsieur le maire disait tout à l'heure faire un pas de côté. Et ben, c'est grâce à la plateforme et en questionnant justement déjà dans un premier temps les sites, que c'est en faisant un pas de côté, en disant, mais, certes, Unicil, on va dire, réalise sa mission de mieux loger et d'investir dans un patrimoine déjà existant. Mais faire le pas de côté, c'est se dire, mais est-ce qu'au-delà, ne serait-ce que déjà par un questionnement, on ne peut pas aussi contribuer à mieux vivre, et notamment la question de l'usage, puisque à l'origine il était prévu ces logements sous forme un peu de marina, avec des commerces en pied d'immeuble, et en particulier des commerces de restauration. Mais assez vite, à la fois la qualité des commerces, mais aussi les usages et le mélange nuit et jour entre ceux qui vivent et ceux qui font la fête, a créé des difficultés. La grande emprise que vous voyez ici, qui est complètement en vacances et en déshérence, c'est un projet. Oui, alors c'est un peu plus un projet parce qu'il a vu le jour. Il y a eu en son temps un aquarium, mais qui a vite fait de jeter l'éponge, excusez le terme. Et donc les différents projets de requalification de ce qui est en sous-sol, en fait, ont avorté. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que la question s'est posée, et de cette rencontre aussi avec la plateforme, de l'habiter demain, et tel qu'il était posé aussi par la plateforme, c'est aussi une question de conviction et qui rejoint absolument la manière dont la Banque des Territoires a voulu poser le sujet. C'est qu'aujourd'hui, la question de l'habiter, on doit le positionner bien au-delà du seul sujet de l'architecture, de la performance énergétique,
de l'urbanisme, mais aussi de la question des usages, et comme disait Monsieur le maire aussi, finalement de lieux concrets, et que les habitants s'approprient, mais d'une manière différente de ce qu'on l'avait imaginé au moment où ça a été créé. Donc quand c'est du positif, on va dire c'est parfait. Quand c'est un peu moins positif, et c'est le cas aujourd'hui de cette résidence, comment on fait avec l'existant, et en particulier le fait qu'il n'y a pas de régime juridique qui va régir cet ensemble-là, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un morceau de ville qui n'a pas de régime juridique qui permet de s'organiser. On n'a pas de copropriété, on n'a pas d'ASL, on a une juxtaposition d'intérêts communs ou divergents avec des propriétaires publics, des copropriétés privées, des commerces en pied d'immeuble pour certains vacants, pour d'autres utilisés, mais avec un niveau de prestation qui est devenu au fil du temps à la hauteur de ce que permettait le marché. Une plateforme qui appartient à la ville de Marseille, mais avec des systèmes de sous-sol qui sont des lots au sein de on va dire de cet ensemble immobilier global, avec des problématiques qui plus est d'infiltration, etc. Donc voilà, on n'est pas sur un projet public, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de savoir comment on réaménage la place. On n'est pas sur un projet privé parce qu'il n'y a pas non plus de gouvernance de type copropriété ou de type ASL. Et donc comment la question de la communauté des usages peut émerger, mais pas simplement, c'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure la plateforme et Sylvia, il ne s'agit pas simplement de concerter, il s'agit au-delà de la concertation de dire mais comment les usagers eux-mêmes s'approprient cette transformation pour en faire un devenir et que tout le monde au final gagne dans cette proposition. Donc voilà le propos sur à la fois Unicil et puis sur ce contexte où, comme je vous le disais, tellement d'atouts, tellement de cartes entre les mains, mais aussi finalement une image, des attendus qui sont bien ce qui est figuré ici. Et puis je vois en plus que les étudiants de la plateforme ont choisi un ciel un peu voilé, ce qui est rarement le cas à Marseille, comme quoi ça arrive aussi chez nous, et ça peut arriver pour le coup que des ensembles immobiliers à quelques centaines de mètres de la plage, sur notre côte Méditerranée, dans la deuxième ville de France, soient dans un état d'abandon, sans qu'on puisse poser une responsabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est la faute d'eux, mais en revanche, comment faire, et ça a été justement le sujet du travail des étudiants et des apprenants, comment faire pour qu'il y ait une nouvelle projection et un avenir. Et je vais conclure bien sûr par un sujet qui est d'importance dans la localisation de ce site. C'est que nous sommes à quelques mètres, dizaines de mètres, d'un des pôles importants des Jeux Olympiques, puisque Marseille va accueillir une partie des épreuves des Jeux Olympiques, avec notamment les épreuves de voile, et puis une grosse partie des épreuves maritimes, enfin une partie. Je ne voudrais pas enlever peut-être au maire de Trignac quelques épreuves qui se dérouleront aussi sur cette côte-là française, qui a bien des atouts aussi. Donc c'est aussi le sujet de l'opportunité. Quand on parlait du temps, il y a le temps qui est assez long, les années 80, une opération livrée en 1985, et puis un constat qui est celui de 2022, qui est fait depuis même plusieurs années, sur un peu cette déshérence, ou ce sentiment d'abandon de cet espace. Une projection sur un temps court, puisque les Jeux Olympiques, c'est quand même demain à l'échelle d'une opération d'urbanisme, pour après se projeter bien au-delà et se poser la question, quelle qualité d'usage, alors bien évidemment pour Unicil, pour ses locataires, mais aussi pour l'ensemble des usagers de la place et aussi des passants, des touristes et des Marseillais en général. Parfait. Merci Anne-Christelle. Anne-Christelle, vous avez très bien résumé la problématique que les apprenants ont eue. Donc je vais laisser la parole maintenant à Tiffaine, qui va nous raconter comment les apprenants ont pu appréhender ce besoin et surtout avec quelle méthodologie. Merci beaucoup Anne-Christelle. En effet,
On n'a pas pris les meilleures photos au meilleur moment. On a un peu le même ciel qu'ici à Paris. Mais en effet, comme l'a dit Anne-Christelle, ce qu'on en retient vraiment de ce terrain-là, c'est, comme tu l'as très bien résumé, c'est la complexité du jeu d'acteurs. On a à la fois la ville, le bailleur, les propriétés privées, donc les sous-sols que vous voyez ici avec un cabinet d'experts comptables, et aussi l'absence de gouvernance. Ça a été un gros point noir, on va dire, à essayer de capitaliser avec les étudiants. On a essayé vous parliez tous de faire un pas de côté. Nous, avec les étudiants, on a essayé de prendre un peu de hauteur sur cette place qui est un peu enclavée. Et ils ont tout d'abord analysé les flux. Sarah, si tu peux juste passer là. Voilà, là on voit la place du côté, donc la mer est derrière nous. Donc on voit cette place qui est pas forcément facile d'accès. On n'a pas forcément envie de rentrer sur cette place-là. Et quand on la regarde un peu plus de hauteur, elle est un peu circulaire, mais on n'a pas forcément envie de s'y projeter avec des escaliers qui sont très difficiles d'accès PMR. Et pour les poussettes aussi, on a eu beaucoup d'usagers qui nous ont dit ne pas aller sur cette place par manque d'accès. Donc, on a analysé les flux et on s'est dit on aimerait vraiment que cette place devienne un lieu de passage, un lieu de vie, comme à l'image d'une calanque. En fait, la calanque est exactement la même forme que la place Amiral Muselier. Et pour développer des nouveaux usages, on a un peu fait comme avec vous, monsieur le maire, avec la ville de Trignac. On est allé encore un peu plus loin et on a vraiment engagé le dialogue avec tous les usagers, que ce soit des usagers de passage, où on a fait des questionnaires un peu à la volée, et avec les habitants et les commerçants de la place Amiral Muselier, puisqu'il y a des commerçants quand même sur cette place. On a eu à peu près 25 à 30 personnes, et l'idée c'était d'organiser cet atelier collaboratif autour de l'aménagement urbain, autour du futur de cette place, autour de la proximité avec la mer et autour des futurs commerces qui pourraient s'y installer. On a choisi de faire le pari plutôt gagnant de dissocier en fait le public, de dissocier les usagers des élus pour libérer la parole. On s'est rendu compte sur Trignac pendant le deuxième atelier, où on l'a fait avec à la fois des usagers et à la fois avec des élus. Ça a un peu contraint la parole. Donc là, on a décidé vraiment de prendre uniquement les usagers, et pour nous, c'était indispensable à la libération de la parole et à l'objectif de base qui était de recueillir des feedbacks. Suite à cela, là vous voyez le projet final des étudiants. Donc c'est le concept de l'aménagement de la place qu'ils ont appelé les caboteurs, qui favorise justement le lien avec la mer. Vous voyez la ligne bleue, ils se sont beaucoup inspirés de la ligne verte de Nantes. Pour celles et ceux qui sont allés à Nantes, vous pouvez laisser votre téléphone dans votre poche et suivre cette fameuse ligne verte qui vous emmène vers des points d'intérêt. Et c'est vrai que suite à Trignac, ils se sont dit que ça serait super d'avoir cette même ligne bleue qui relierait, si vous allez donc en haut à gauche, vous avez le parc de la Valbelle, derrière vous avez le parc Borély. Donc l'idée, ça serait d'arriver tout doucement vers, suite au passage piéton, d'arriver en face de la mer. Ils ont toujours pris cette thématique de l'eau en prenant en considération les pieds d'immeubles. Les pieds d'immeubles que vous voyez ici, donc vous voyez peut-être assez mal sur l'image, mais on a une friperie de la plage qui s'appellerait Out of Plage. Vous pourrez trouver peut-être votre maillot de bain ou votre planche de surf. On aurait la guitoune de la mer avec des produits, avec du poisson local, bien entendu. Les caboteurs qui seraient un café, Fixed qui serait un atelier de réparation. Il y aurait aussi une conciergerie pour les habitants du quartier. Voilà, ils ont beaucoup pris réflexion suite à cet atelier. Donc suite à cela, on s'est vraiment rendu compte en fait que ces pieds d'immeubles devaient avoir un lien avec la mer, mais aussi un lien avec le sous-sol que vous voyez, le premier sous-sol sur la droite, qui aujourd'hui est un reste en fait de l'aquarium. Et l'idée, ça serait d'avoir un hub de recyclage, le premier hub de recyclage des quartiers sud de Marseille, avec justement tous les caboteurs, la guitoune pourraient produire des déchets qui seraient ensuite recyclés au niveau du N-1.
En tout cas, pour nous, ce que l'on en retient de ce terrain d'expérimentation, c'est le fait de vraiment d'aller vers les habitants et de demander l'avis aux habitants d'un quartier lorsqu'un projet est envisagé nous paraît vraiment indispensable, doit être encadré. Mais indispensable, et comme tu le disais très bien, Christelle, à son acceptation et aussi à son amélioration. Et pour nous, à la plateforme, c'est aussi le grand intérêt d'une démarche de co-design avec les utilisateurs d'un futur projet. Merci beaucoup, Tiffaine. Du coup, la question aussi qui se pose, c'est quels sont, au regard de tous les travaux qu'ont fait les apprenants sur cette place, quelles sont les perspectives pour la suite, Anne-Christelle? Ah oui, apparemment, vous avez votre micro coupé et votre caméra aussi, si vous pouvez activer les deux. Comme ça, on peut Alors vous voir. après, la caméra, ça doit être bon et le son aussi maintenant. Ok. Alors donc sur les perspectives, donc effectivement le premier point, c'est d'avoir pu et su mobiliser, donc ça c'est les apprenants qui s'en sont chargés, un grand nombre d'acteurs, mais y compris la mairie de Marseille, donc à la fois la mairie d'arrondissement, mais aussi la mairie centrale, avec un projet qui fait doublement écho. La première élément, il fait écho parce que la ville de Marseille, avec notamment sa nouvelle gouvernance suite aux élections municipales, et effectivement, il invite l'ensemble des partenaires de l'immobilier dans cette réflexion-là, c'est-à-dire arrêter de raisonner à la parcelle, mais raisonner à l'îlot. Donc, ce travail-là, fait par les apprenants, c'est une démonstration concrète, y compris sur un terrain qui est déjà bâti, que c'est possible et qu'en un temps record, entre 4 et 6 mois, c'est extrêmement court. Donc un temps record de savoir mobiliser les différents partenaires. Donc la suite, elle va reposer les clés de la réussite sur 2 éléments, c'est-à-dire que le premier objectif, c'est que la ville de Marseille, qui est la première impliquée, et notamment au titre des Jeux Olympiques, s'empare de ce travail, capitalise pour effectivement lancer des appels à projets, au moins sur la partie qui l'importe, c'est-à-dire la partie réaménagement de la place. Et on voit effectivement qu'une partie des idées des étudiants importent sur ces sujets-là de flux, de lignes bleues, qui sont effectivement du champ de la compétence de la ville et de la métropole. Le deuxième point, et là c'est propre à Unicil, c'est que très rapidement, avec le travail qui a été fait par les apprenants, nous avons décidé d'arrêter de commercialiser nos pieds d'immeubles vacants. Parce que tout simplement, on se disait pourquoi aller chercher simplement ou mettre sur le marché une offre qui va aller chercher, donc qui va aller trouver peut-être une réponse avec des commerces qui ne vont pas être à la hauteur de l'ambition de ce qu'on veut aujourd'hui pour cette place-là, commerce ou autre type d'activité. Et donc ça va nous permettre dans les jours ou mois à venir, soit sur la base déjà des contacts qui auront été pris par la plateforme, parce que comme effectivement ils sont étudiants, qu'ils ont fait finalement ça très très vite, ils ont l'impertinence et l'audace, et donc il y a effectivement des contacts qui ont été noués, et je ne vous cacherai pas, notamment avec un chef étoilé de la ville de Marseille, qui opère déjà à Marseille, et d'autres sujets autour d'une restauration qui serait d'un niveau supérieur à ce qui est proposé aujourd'hui. Donc soit au travers des contacts qui ont été noués, soit au travers, mais les deux pouvant se compléter, un appel à manifestation d'intérêt qui permettra à Unicil de poursuivre ce qui est dans son champ de compétences, c'est-à-dire le sujet du bâtiment et des pieds d'immeuble. Et la troisième étape, j'ai parlé de la ville, j'ai parlé des pieds d'immeuble, donc Unicil poursuit dans ce sens-là avec un appel à manifestation d'intérêt et quitte, on va dire dans un premier temps, à accepter d'avoir des loyers peut-être un peu plus bas pour permettre l'émergence de commerces alternatifs qui auront besoin de ce coup de pouce le temps que la place et que la situation générale s'améliore. Et le troisième sujet, mais là qui va reposer aussi sur une question de volonté, de capacité à poursuivre l'animation de ces groupes assez spontanés, tant commerçants qu'usagers, c'est comment on réunit cette communauté d'usage
dans une forme d'invention juridique pour qu'effectivement il soit aussi moteur de l'avenir de cette complexité, de l'organisation de cette complexité. Et effectivement garder ce cap du bien vivre et du mieux vivre sur à la fois la base de ce qui s'est pas bien passé jusqu'à présent, mais aussi sur la conciliation entre le jour et la nuit, les gens qui vivent, les gens qui font la fête, et puis tous ces espaces intermédiaires, tous ces espaces-temps intermédiaires qui, avec le potentiel qu'on a, avec cette place qui est vraiment très intéressante, y compris en termes de localisation, laisse repoindre beaucoup de projets potentiels, mais là qui vont reposer sur l'initiative collective de ce groupement d'usagers dont il faut trouver effectivement la forme la plus adaptée pour qu'elle vive. Alors, tout un programme, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. On va passer au dernier terrain d'expérimentation avec comme représentant Cyril Zimmermann. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, très bien. Donc, président de la plateforme Marseille. Alors, même exercice. Est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi nous raconter quel était le contexte dans lequel ce partenariat est venu s'inscrire? Et enfin, pourquoi vous avez accepté d'être terrain d'expérimentation? Bonjour, merci de me recevoir et merci de me proposer en fait de prendre la parole quelques minutes. Alors, Cyril Zimmermann, personnellement, je suis néo-marseillais depuis à peu près 15 ans et j'ai compris ces dernières années que je serais néo-marseillais encore en fait pour le reste de ma vie. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir en fait depuis maintenant quelques années avec le projet de la plateforme envie de m'investir dans l'évolution de la ville et son amélioration et avoir une action en fait de développement à la fois social et économique. Et c'est toute l'ambition du projet de la plateforme. Sylvia André-Antiandi l'a dit tout à l'heure, la plateforme c'est un projet en fait d'école autour des métiers de l'informatique qui a fait le choix d'une totale gratuité pour pouvoir concerner tous les publics, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de qualification précédent. Voire en fait aucun niveau de qualification ou d'études en fait pour 20% d'entre eux qui n'ont pas le bac et qui rentrent à la plateforme. Et on se donnait pour objectif d'avoir de l'impact. Alors maintenant, l'impact, en fait, c'est un mot qui est tellement galvaudé que j'hésite à le dire, mais d'avoir en fait, en tout cas, une action à une échelle suffisante pour que ça puisse faire bouger un petit peu les choses et que ça puisse avoir un effet d'entraînement. À nous tout seuls, en fait, on sait très bien qu'on ne fera rien, mais qu'on peut avoir un effet d'entraînement et que ça peut participer à une amélioration du sort et du destin de certains et de la ville au global. Et on l'a fait avec le soutien d'acteurs privés, d'entreprises en fait locales et aussi des acteurs publics locaux. Et une fois qu'on a affiché cette ambition et qu'on a commencé à se développer, on est passé de 0 à 600 élèves en 3 ans. On a affiché maintenant depuis un peu plus d'un an et demi un objectif qui est d'avoir 3000 élèves en formation à horizon 2026, c'est-à-dire dans 3 ans et demi, et de devenir la première école d'informatique gratuite, inclusive, par alternance, parce que le moteur économique est là, par alternance en fait en France. Et donc, une fois qu'on a fait cette réflexion en fait sur d'où on venait, qu'est-ce qu'on était et où est-ce qu'on voulait aller, finalement, le sujet est où est-ce qu'on atterrit. Et une école de 3000 élèves sur des métiers de nouvelles technologies, dans une ville comme Marseille, c'est beaucoup de choses en fait qui ne sont pas évidentes à mettre ensemble. Marseille est une ville qu'on souhaite et qui souhaite se positionner sur les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, dans le paysage français, européen, mondial, elle ne l'est pas forcément dans l'esprit de tout le monde. La technologie, c'est quelque chose en fait qu'on souhaite voir concerner tout le monde. Aujourd'hui, en fait, il n'est pas évident pour tout le monde que la technologie soit quelque chose en fait d'inclusif et de diffuser unanimement et équitablement partout.
Et enfin, on est dans une ville en fait qui change, et plus particulièrement en fait dans une zone de cette ville Euroméditerranée et la partie 2 d'Euroméditerranée en fait qui est une entreprise en fait de reconquête et de réappropriation urbaine, où là aussi tout est possible mais pas évident. Et donc l'idée pour nous était de savoir finalement comment physiquement on devait s'imaginer, se représenter, s'implanter, et comment en fait on pouvait imaginer animer un quartier ou participer à l'animation d'un quartier. Donc comment envisager nos relations avec les riverains, comment envisager en fait nos relations avec les non-riverains, mais finalement les autres habitants de Marseille en fait à qui on aimerait proposer de venir nous voir sur cette nouvelle zone de Marseille en fait qui est en train d'être réurbanisée et réaménagée. Et donc toute la réflexion finalement du lab avec la Banque des Territoires et avec les apprenants, ça a été de dire mais qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas être la soucoupe volante en fait qui arrive en fait dans un nouveau quartier avec finalement des nouveaux venus, c'est des étudiants qui n'habitent pas dans ce quartier, avec en fait une technologie qui elle aussi est une nouvelle venue en fait dans cet univers-là, et avec d'autres nouveaux venus qui vont être les 30 000 habitants qui vont peupler en fait la zone d'Euromède 2. Donc ça fait beaucoup de questions. Et ça nous a obligés en fait à la fois sur nos réflexions avec la maîtrise d'œuvre en fait dans le projet de campus en fait qu'on a conçu et qui est encore en fait un objet en perpétuelle évolution, de réfléchir à la façon dont on voulait être à la fois ouvert sur l'extérieur pour devenir en fait une zone de destination tout en gardant notre identité d'école en fait et de nous penser en fait comme un village apprenant. C'est-à-dire que ce campus va être à la fois en fait le lieu de localisation de l'école La Plateforme, mais aussi d'autres écoles avec lesquelles on va travailler, et chacune des écoles en fait va se rendre des services de façon croisée. Il y aura une école de cuisine qui va opérer les lieux de restauration, à la fois pour les étudiants et pour les extérieurs. Il y aura en fait des ateliers en fait de makers qui vont à la fois proposer leurs services en fait pour les bâtiments de la plateforme, mais aussi pour des riverains. Il y aura en fait des services et des commerces en fait qui auront une vocation en fait très sociale avec des prix d'accès très réduits à la fois pour les étudiants et pour les riverains. Mais en même temps, en fait, on a envie qu'il y ait des produits bio, de montrer en fait aux riverains de ce début de quartier nord marseillais que les produits bio, ça peut aussi les concerner. Donc, on va aussi accueillir des expérimentations d'agriculture humaine. Bref, tout ça, on l'a documenté, on l'a entrepris. On a commencé en fait à nouer les partenariats avec les différents opérateurs qui vont nous permettre en fait de faire exister ce village apprenant, parce qu'on n'a pas vocation à opérer tout nous-mêmes. Et l'idée était aussi de savoir mais comment on faisait que c'était su par les tiers, comment on faisait que c'était connu par les habitants permanents de notre village apprenant qui sont les étudiants, et quelles sont les réflexions qu'on doit mener de façon à ce que on soit un lieu de destination, on soit un lieu ouvert, on soit un lieu d'attractivité et qu'on ait des outils qui nous permettent en fait de gérer ces flux, cette porosité, ces utilisations, et qu'on soit aussi en réseau avec les autres néo-habitants de ce quartier-là, et qu'on puisse en fait avoir ce fameux effet d'entraînement en fait dont je parlais tout à l'heure. Alors maintenant que j'ai dit ça, la réalité en fait c'est ce que vous voyez à l'image. Alors effectivement, là, les néo-habitants, on ne les voit pas tout de suite. L'agriculture urbaine, on ne la voit pas tout de suite. L'école, on ne la voit pas immédiatement. Mais je vous garantis en fait que dans 3 ans, c'est sorti de terre. Mais effectivement, en fait, la confrontation avec cette vision de ce qu'on veut faire, en fait, de ce qu'on peut faire avec une vocation sociale, économique, en utilisant la technologie et la formation, et la réalité en fait d'un univers urbain qui a été très longtemps abandonné et qui va être totalement rénové. Ça donne effectivement en fait ce campus de 25 000 m² dont vous voyez en fait quelques croquis. Le socle, en fait, le rez-de-chaussée sera équipé d'infrastructures culturelles, une salle de cinéma avec 3 écrans, une salle de concert, un auditorium. Donc ça c'est sur le plan B en fait à gauche, et sur la droite de l'écran vous aurez en fait des halles d'exposition, une épicerie solidaire, et à l'intérieur de l'îlot vous aurez des espaces de restauration. Et sur la slide d'après, je pense que voilà, vous pouvez voir en fait
des extraits d'images en fait d'un petit film en fait qui ont été réalisés pour montrer à quoi allaient ressembler les bâtiments, qui dès à présent, avant même en fait que ces bâtiments qui n'existent pas, ce que vous voyez là n'existent pas, qui vont être construits, sur les bâtiments existants, parce qu'il y a 7000 m² d'anciennes usines en fait qu'on va restaurer et qu'on va garder, on commence à les faire vivre de façon à commencer à inscrire ce lieu sur la carte. Et sur la slide d'après, en fait, vous avez vu brièvement, et je pense qu'on va y revenir, en fait, des images d'un événement en fait co-organisé avec l'ordre des architectes en fait pour repenser en fait ce qu'était la ville sauvage. Ça a été les expositions en fait, le séminaire interne en fait qu'on a organisé en fait des équipes de la plateforme à l'intérieur d'un des hangars. Il y a 10 jours, on a organisé en fait une projection d'un film réalisé par les étudiants d'une école de cinéma qui est en train de s'implanter à Marseille, qui s'appelle Cinéfabrique et qui est une école lyonnaise. Voilà, donc on essaye en fait d'être un lieu qui vit avant même d'être un lieu qui existe totalement dans sa version finale. Très bien. Donc, juste pour résumer et revenir sur la problématique que les apprenants ont eue, c'était en gros comment créer à Casmajou un quartier avec une identité forte en capitalisant sur l'arrivée d'une jeunesse en masse, donc comme vous l'expliquez très bien, qui n'est pas forcément de Marseille. Et du coup, je vais laisser Tiffaine nous présenter comment les apprenants ont pu appréhender cette problématique et surtout, encore une fois, avec quelle méthodologie. Merci Sarah. Merci Cyril. En effet, ce projet, comme l'a dit Cyril, pour nous, on s'est intéressé en fait à la fois au quartier de Casmajou et à la fois à la connexion en fait avec le port autonome qui est juste en face de la plateforme. Ça, je vous en parlerai pas. Je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur la partie étudiante. Comme l'a dit Cyril, il y a 3000 étudiants qui vont arriver sur le campus d'ici 2026. Nous, on s'est concentré sur les étudiants d'aujourd'hui de la plateforme. Et le défi, en effet, qui a été donné aux apprenants était de réfléchir à la création de ce quartier à l'identité forte, en capitalisant sur leur arrivée. Donc, ce que l'on retient vraiment de ce terrain, justement, c'est cette complexité à se projeter dans des usages, puisqu'aujourd'hui, justement, les étudiants ne sont pas encore là, et le quartier est en complète restructuration, et les premiers usagers arrivant un peu au fil de l'eau. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une première analyse assez stratégique et opérationnelle du quartier de Casmajou. Et on a fait beaucoup de visites, on a extrêmement beaucoup marché dans ce quartier-là, qui est le quartier d'Euromède 2. On a fait une cartographie et on est allé à la rencontre beaucoup d'acteurs clés qui sont déjà implantés à Casmajou et d'autres qui souhaitent s'y implanter dans les années à venir. On a utilisé, là vous voyez à l'écran, un outil qui normalement est un outil de développement personnel qui s'appelle la roue de la vie. Et c'est un exercice qui a pour principe d'obtenir une vision assez claire de vos objectifs privés, professionnels, amoureux, financiers. Et ensuite de déplacer le curseur en fonction de là où vous souhaitez mettre un peu plus d'énergie. Les apprenants, eux, ont décidé un peu de retourner cette roue de la vie et de la positionner avec l'étudiant au centre, vraiment les besoins privés et professionnels d'un étudiant lambda, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Marseille, qu'il soit à Nantes, Trignac. L'idée était de réfléchir à étudier leurs besoins de vie privée et professionnelle. Et suite à cela, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'idées en fait préconçues sur les loisirs, sur le fait de s'engager dans un campus, sur le fait de se cultiver, de partager, de s'amuser et surtout de s'alimenter, qui est un besoin fort en tout cas pour les étudiants qui souhaitent s'implanter sur le campus. Donc suite à cela, on est allé à la rencontre des étudiants actuels de la plateforme et ils ont fait ressortir beaucoup de besoins. Le premier besoin, c'était d'acquérir des compétences hors cursus. Ils nous ont beaucoup dit qu'ils aimeraient ne pas seulement apprendre du code, mais aussi apprendre justement cet échange un peu de pair à pair, de toi tu sais faire de la photo, moi pas, moi je sais faire de la cuisine, moi pas. Voilà, l'idée d'avoir un échange de compétences et de partage. Ils nous ont beaucoup parlé aussi du fait d'avoir une vie sociale, culturelle et sportive assez intense. Et le troisième point que l'on retient aujourd'hui, c'est cette grosse question de l'implication dans un campus. Ils nous ont vraiment dit que pour eux, ça allait être
assez intéressant de mettre en place des contreparties qui leur permettraient d'augmenter leur niveau de vie. Donc ça a amené les étudiants à réfléchir sur l'application que vous voyez ici. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran de Figma. Donc c'est un outil sur lequel les apprenants justement peuvent réaliser un mock-up en fait d'application. Donc ici, cette application s'appellerait Campus pour l'instant. Le projet dans sa globalité s'appellerait Casemajou solidaire et connecté. Et cette application, elle serait dédiée en fait à la vie de l'école et à son rayonnement, comme l'a dit Cyril, dans tout le quartier de Casemajou. Cette application, elle serait basée sur l'économie circulaire et elle permettrait justement un échange de contrepartie entre étudiants pour première partie, et ensuite cette application pourrait s'ouvrir ensuite à tout le quartier de Casemajou. Donc là, on vous a pris avec les apprenants l'exemple justement de Lisa. Lisa, elle est étudiante en cybersécurité en 2e année. Lisa, elle est fan de photos, mais elle ne sait absolument pas du tout faire de photos. Dans son portefeuille virtuel, Lisa a 55 pour l'instant tokens, mais ça pourrait être un autre nom imaginé pour cette monnaie virtuelle du campus. Lisa pourrait justement dépenser 5 petits tokens pour faire un cours de photographie qu'elle aurait auparavant gagné, par exemple, comme l'a dit Cyril, avec l'épicerie solidaire ou le bar ou le cinéma de la baleine qui va s'implanter. Donc l'idée, c'est qu'elle va pouvoir les réutiliser pour son cours de photographie. Et nous, de ce qu'on a vu et de ce on s'est rendu compte avec les apprenants, c'est que ce type d'application pourrait aussi contribuer à la dynamisation du quartier par la contribution, mais surtout, et ça c'était très important, c'est la valorisation d'un individu dans un écosystème. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a dit Anne-Christelle, c'est le fait de raisonner en îlot et non en parcelle. Et là, on est vraiment typiquement dans ce type de réflexion, d'avoir cette application qui soit dédiée aux étudiants, mais aussi à toutes les personnes vivant et qui vont vivre sur le campus de Casemajou. Merci beaucoup, Tiffaine. Peut-être rapidement, parce que je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, une question pour vous, Cyril. Alors, vous nous avez expliqué toutes les perspectives qui sont en train de se construire, mais par rapport à ce que les étudiants, en tout cas, ont pu produire et cette application, est-ce que vous envisagez une suite? Est-ce que ça a répondu notamment à votre problématique? Ah oui, très clairement, en fait, cette application, en fait, on veut qu'elle existe. Donc après, est-ce que c'est nous qui allons la financer, l'opérer? C'est une question ouverte parce que on souhaite en fait être un des moteurs en fait de ce quartier, mais pas le seul. Donc en fait, si effectivement on prend l'initiative de financer et de faire produire cette application, en fait, on veut le faire avec d'autres. Donc il faut que ça soit un outil, pas que de la plateforme, mais un outil du quartier. C'est toute la logique. Mais clairement, en fait, on va y aller. Parfait, merci beaucoup. Peut-être avant de terminer cette table ronde, je ne sais pas si vous avez des questions à la fois dans l'assistance ou à distance, ou peut-être sur le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions ? Bon, je vous propose, comme le temps s'est un peu écoulé, de laisser maintenant la parole à Sylvia et de remercier notamment les 3 représentants qui étaient avec nous aujourd'hui et de laisser Sylvia conclure notamment avec Maxence Nodin qui est Innovation Manager chez ICAD pour nous partager plutôt son expérience du point de vue des partenaires qui sont intervenus en tant qu'experts auprès des apprenants et qui ont pu justement contribuer à cette transmission du savoir dont je vais les laisser venir sur scène. Merci à tous. Alors merci beaucoup Sarah de nous accueillir donc pour conclure cette table ronde. Moi je suis ravie d'inviter à mes côtés Maxence Nodin du groupe ICAD qui donc est ICAD qui est donc un promoteur immobilier filiale de la Caisse des Dépôts et en fait je disais en introduction qu'on a créé autour du lab, à chaque lab que nous créons, on crée un écosystème de partenaires professionnels, d'experts qui sont issus
issus de différents métiers qui représentent vraiment une vision un peu holistique du défi, donc Habiter demain. Et c'est vrai que ICAD, Maxence, quand on vous a contacté, vous avez tout de suite répondu présent et vous avez dégagé du temps pour venir travailler avec nous sur ce défi. Donc moi, je voulais un peu te demander pourquoi cet engagement et qu'est-ce que tu retiens en fait de ce travail que tu as pu suivre des étudiants du lab de la plateforme. Merci beaucoup Sylvia. Alors je vais aller rapidement parce que je crois qu'on n'est pas en avance sur le déroulement. La raison pour laquelle on a été chaud tout de suite, c'est parce qu'il y a des grands sujets complexes à traiter dans nos métiers. Alors ICAD, c'est un promoteur, mais c'est aussi 2 foncières, donc une foncière tertiaire et une foncière santé. Et nos priorités qui sont autour du bas carbone, autour de la biodiversité, autour d'une meilleure prise en compte des usages dans la conception et la vie de la ville, c'est pas des sujets faciles. Et nous, tout seuls, dans notre coin, en tant que maîtrise d'ouvrage, on n'a pas toutes les réponses. Et donc, il y a un vrai besoin de s'entourer, de décloisonner, d'aller chercher d'autres profils. Et c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé dans la méthodologie que vous avez mise en place. L'exercice de prospective, je trouve qu'il est très utile parce qu'il permet de baliser, entre guillemets, les chemins de la transition. Enfin, c'est très difficile de configurer le futur de manière souhaitable et c'est tout l'intérêt en fait alors, du design prospectif ou d'autres méthodes telles que vous les avez appliquées, parce que ça donne à voir en fait des horizons de développement urbain qui nous paraissent à nous assez séduisants. Justement, on a parlé tout à l'heure, monsieur le maire de Trignac parlait de la ville moche et de la façon dont on conçoit les villes aujourd'hui. Aujourd'hui, quels sont les grands sujets que vous avez pu, avec ICAD, avec l'équipe, travailler avec le lab et qui sont aujourd'hui au cœur de vos défis? Alors moi, je rejoins totalement ce qu'a dit monsieur le maire tout à l'heure. Il a dit « l'image précède l'usage ». Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir en fait la coproduction des imaginaires qui est possible quand on met différentes parties prenantes autour de la table. Et c'est encore plus intéressant quand les imaginaires, ils sont pas juste produits par les acteurs professionnels, qu'ils soient publics ou privés, qui sont déjà en place. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque part une forme de production de la ville générique dont il faut savoir sortir. Et c'est un peu le travail de créativité, d'inventivité qui est rendu possible par voilà, faire intervenir des gens qui sont au début pas sachants sur ces sujets-là, qui ont leurs propres idées, qui ont leur propre vision, qui ont un mélange d'impertinence et d'audace. Ça, c'est un combo que je retiens pour cette matinée. Pour leur demander de proposer des choses qui leur paraissent à eux souhaitables. Et par rapport aux enjeux qui ont été traités dans les différents terrains, alors déjà bravo à vous pour avoir réussi à manipuler, articuler comme ça 3 terrains aussi variés, parce que ça donne bien à voir comment une réflexion de fond sur les usages, elle dialogue avec 3 réalités qui sont bien différentes. Moi, ce que je retiens tout particulièrement, c'est le besoin de décloisonner et d'articuler les échelles. On l'a vu sur le deuxième terrain avec Unicil, le point de départ qui est un ensemble de bâtiments qui est détenu par un propriétaire. En fait, il ouvre à des réflexions sur les usages de la place qui ont une articulation entre des questions spatiales, des questions de gouvernance avec des modèles qui ne se recoupent pas du tout. Et ça, je trouve que du point de vue de l'approche et de la méthodologie que vous avez eue, c'était très réussi. Je reviens également sur la manière dont vous avez fait venir des intervenants comme moi. Je vous remercie encore de m'y avoir invité. Vous avez su intéresser quelque part un panel de gens extrêmement variés, extrêmement qualifiés. Alors je le dis essentiellement pour les autres, pas pour ma personne. Mais on a quand même bombardé les étudiants avec de la complexité. Enfin, il y a eu beaucoup de choses en même temps et ils ont réussi, les apprenants, pardon, pas les étudiants, les apprenants, ils ont réussi à absorber et à proposer des choses qui sont quand même d'une qualité qui est remarquable. Donc, de notre côté, voilà, acculturation, venir
baliser des chemins de transition avec des gens qui ne pensent pas comme nous, et puis une ouverture sur la question des usages qui demande de bien savoir cartographier en fait les différentes temporalités, les temporalités entre le temps des études, le temps des opérations. Voilà, tout ça, c'est autant de choses qui sont assez inspirantes pour nous. Alors j'avais 2 dernières questions, mais je vais garder une pour le cocktail et je vais t'en poser une dernière. Le numérique dans tout ça, quand on est un groupe, un promoteur immobilier comme ICAD aujourd'hui, comment est-ce que le numérique peut venir répondre à certains des enjeux dont on a parlé, notamment, on n'en a pas parlé, mais la décarbonation, le réemploi, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous attaquez ces questions-là ? Alors, ce n'est pas une question facile et je ne te remercie pas de me l'avoir posée. Tu me l'as déjà posée il y a quelques mois. On va peut-être faire un lab, du coup, sur ce sujet ensemble. Bien sûr, mais il faut voir en fait comment on arrive à urbaniser la technologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve des cas d'usage qui sont utiles, qui sont en réponse avec nos grands enjeux. Et il y a vraiment une question de ne pas confondre la fin et le moyen. Je pense qu'on vient de sortir d'une période où la fabrique de la ville était assez technophile, parfois un peu technosolutionniste, on pourrait dire. Et maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les forces créatives qui sont quand même assez énormes et le travail que font des écoles comme la plateforme pour former des jeunes générations à des nouveaux outils, il est évidemment nécessaire. Maintenant, comment est-ce que nous, professionnels de l'urbain, on donne les bons cas d'usage pour que le développement des outils, le développement des solutions, il se fasse vraiment là où il y a des priorités, c'est-à-dire, tu l'as dit évidemment, la décarbonation en premier lieu. Merci beaucoup Maxence. Donc je crois qu'on arrive à la fin de cette rencontre. Je voulais vraiment remercier la Banque des Territoires de nous avoir donné cet espace d'échange et surtout cet espace de production à la fois de formation et de solutions. Et donc je remercie l'ensemble des participants en ligne qui sont nombreux, j'ai l'impression. Et j'invite ceux qui sont là physiquement à continuer le débat autour d'un verre. À très bientôt et merci beaucoup.